Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Essentiel. Ici Catherine Lafrance en remplacement d'Esther Bégin. C'était aujourd'hui la fin de l'ultimatum lancé par le Bloc québécois au gouvernement. Le Bloc, vous le savez, avait donné aux libéraux jusqu'au 29 octobre pour que passent ces deux projets de loi, un sur la gestion de l'offre et l'autre sur les pensions de sécurité de la vieillesse. Le chef du Bloc a été clair aujourd'hui. Il votera contre le gouvernement s'il y a un vote de confiance. Malgré tout, le gouvernement n'a pas respecté l'échéance et la date butoir d'aujourd'hui. En conséquence, Alain Terrien signe une lettre qui sera acheminée aux leaders de tous les partis d'opposition afin que des discussions soient entreprises pour que, à la première occasion, le gouvernement de Justin Trudeau soit renversé. Entre-temps, le Bloc demande aux autres partis de mettre fin à la paralysie qu'on connaît en ce moment en Chambre. Alors, qu'est-ce que ça aura comme impact tout ça maintenant? Je m'entretiens avec la députée bloquiste Christine Normandin. Madame Normandin, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous la pose cette question. Qu'est-ce que ça risque d'avoir dans l'immédiat, cette annonce de votre chef, cette décision que vous avez prise? Parce que ce que dit M. Blanchette, c'est on votera contre un vote à la première occasion. Alors, cette occasion-là, on n'a aucune idée du moment où elle pourra arriver. Bien, en fait, depuis le début, on a vraiment joué à visière levée. Là. On a un peu donné le manuel d'instruction tant au gouvernement qu'aux partis d'opposition sur ce qu'on allait faire. Donc, il y a assez peu de surprises sur ce qui s'en vient. Jusqu'au 29 octobre, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement avait l'occasion de discuter avec nous, de voir de quelle façon on pouvait faire avancer nos deux projets de loi. Et voyant qu'il n'y a absolument rien qui a été fait, ni pour les aînés, ni pour la gestion de l'offre, on arrive à la fin de notre ultimatum. Et comme on l'avait déjà mentionné, on est en mode maintenant discussion avec les partis d'opposition. Vous mentionniez la question de la Chambre qui est non fonctionnelle présentement. Le message qu'on envoie également, c'est un rappel, entre autres, aux conservateurs. Mais si vous voulez qu'une motion, par exemple, de non-confiance puisse être débattue en Chambre, il va falloir que le processus législatif reprenne son cours, qu'on puisse recommencer avec l'agenda normal de la Chambre et qu'éventuellement les conservateurs, par exemple, puissent déposer une motion de non-confiance. Donc, nous, on devient un partenaire, d'une certaine façon, de danse des partis d'opposition plutôt que quelqu'un qui était en mode discussion avec le gouvernement et qui s'était engagé à ne pas le faire tomber jusqu'à aujourd'hui. Donc maintenant, le gouvernement se retrouve avec un vent de face qu'il n'avait pas jusqu'à aujourd'hui de la même façon par sa propre faute, parce qu'il refuse de soutenir 4 millions de Canadiens, dont 1 million de Québécois âgés de 65 ans et plus, ainsi que les producteurs sous gestion de l'offre. Oui, un partenaire de danse, c'est une belle image, effectivement. Vous allez donc peut-être éventuellement avoir à négocier avec les conservateurs, parce que pourquoi les conservateurs iraient de l'avant avec votre demande, iraient dans votre sens, ils vont peut-être vous demander, ils vont peut-être négocier, ils vont peut-être vous demander de faire quelque chose pour eux. Jusqu'où vous seriez prêt à aller? Bien, en fait, nous, on a été très, très clairs. S'il y a une motion qui est présentée, un peu à l'instar de celle que les conservateurs avaient déposée dans le cadre de leur première journée d'opposition, une motion très, très, très simple qui vise simplement à renverser le gouvernement parce qu'on n'y fait plus confiance, on a déjà annoncé qu'on voterait en faveur. On sait que les conservateurs veulent aller en élection. Ça va passer par le renversement d'un gouvernement, fort probablement sur une motion de confiance qui émanerait d'eux. Donc, notre position est assez claire. On a déjà mentionné qu'on n'accepterait pas, par contre, de voter contre le gouvernement par le biais d'une motion qui impliquerait qu'on se passe un peu sur le corps là, par rapport aux valeurs du Bloc québécois, une motion qui serait un peu empoisonnée par quelque chose qui irait contre la langue, contre la laïcité de l'État, contre l'environnement. On serait un peu schizophrène là, devant une telle motion. Ce qui fait que les conservateurs le savent très, très bien. S'ils sont sérieux dans leur démarche, la motion qu'ils présenteront sera très, très simple et ne visera que le renversement du gouvernement. Et on a déjà annoncé qu'on voterait en faveur d'une motion similaire. Bon, on imagine que vous parlez aux autres partis en ce moment, on présume. Que vous dit le NPD? Le NPD n'a peut-être pas intérêt à ce qu'il y ait des élections en ce moment et c'est un peu sur eux que repose l'odieux maintenant de déclencher, de s'organiser pour que le gouvernement déclenche ou non des élections. Alors, qu'est-ce que le NPD vous dit? Bien, sans même avoir à s'avancer sur ce que le NPD pourrait ou ne pourrait pas dire pendant des conversations qu'on gardera peut-être un petit peu plus à l'interne, on peut déjà avancer qu'il y aura un poids politique pour eux à continuer
continuer à soutenir un gouvernement qui, visiblement, vote contre, n'agit pas dans le sens des intérêts de 4 millions de Canadiens, 1 million de Québécois âgés de plus de 65 ans et dans le sens des intérêts des producteurs agricoles pour lesquels, autrement, tout le monde dans la Chambre va voter en faveur à un moment ou à un autre, par exemple en comité au niveau de la question de la pension de sécurité de la vieillesse. Donc, après avoir fait les gorges chaudes à l'effet qu'ils déchiraient l'entente avec les libéraux, s'ils décidaient de les soutenir et de les soutenir dans leur absence de volonté d'aider tous ces gens-là contre non seulement la volonté de la Chambre, mais aussi la volonté de près de 80 % de la population, bien, ils en paieraient un prix politique et je ne peux pas croire que ça ne fera pas partie de leur réflexion. Faire tomber un gouvernement éventuellement, c'est quand même toute une responsabilité, tout un pari. Vous risquez au Bloc de vous retrouver peut-être en meilleure position, mais en moins bonne position aussi. Est-ce que vous êtes, j'imagine que vous êtes conscient de tout ça, mais pourquoi cette stratégie? Il faudrait voir qu'est-ce qu'on entend par moins bonne position. Si ce que ça implique, c'est qu'on aurait un gouvernement conservateur en face de nous plutôt qu'un gouvernement libéral, bon, on a donné des chances au gouvernement libéral là, de faire avancer des projets de loi qui étaient des projets de loi du Bloc, mais dans l'intérêt de tout le monde. La chance n'a pas été saisie. On a presque le goût de dire, bien, c'est pas mal de leur faute. Et pour le reste, quand on nous dit, bon, le prochain gouvernement risque d'être conservateur, on regarde ces sondages-là et on voit que, bien, au Québec, c'est le Bloc qui est en avance, loin devant. Généralement, les libéraux en deuxième, les conservateurs en troisième, avec quelques petites variations à l'occasion. C'est pas le Québec qui va choisir la couleur du prochain gouvernement, c'est les Canadiens. Et à titre d'indépendantiste, nous, on est assez clairs là-dessus aussi, un comme l'autre, ça sert généralement pas les intérêts du Québec de toute façon, et c'est pas le Québec, et encore moins le Bloc québécois, qui choisit la couleur du prochain gouvernement. On fait avec ce qu'on a, d'une certaine façon. On a essayé de faire avec les libéraux. Ils se sont butés, ils se sont obstinés à ne pas répondre aux demandes pourtant très légitimes et très consensuelles du Bloc. Bien, s'ils tombent, ce sera par leur propre faute. Et qu'est-ce qui risque d'arriver avec vos deux projets de loi? Vous y tenez, vous vous êtes battus pour ces projets de loi. Si jamais il y avait un changement de gouvernement, il se passerait quoi, vous pensez? Bien, c'est des projets de loi que c'est pas la première fois qu'on amène sur le plancher de la Chambre, donc fort probablement qu'il reviendrait. Et à ce moment-là, le nouveau parlementaire élu aurait, dans certains cas, peut-être l'odieux de voter contre ce que leur parti aurait appuyé dans une législature précédente. Est-ce que ça passerait bien aux yeux de la population? Encore une fois, il y a une question de prix politique à payer qui pourrait entrer en ligne de compte. Ça pourrait faire des belles questions pendant une campagne électorale, de rappeler à tout le monde qu'ils ont voté en faveur, leur dire, bien, est-ce que dans la prochaine législature, vous vous engagez à maintenir ce même appui? Donc, ça peut être très intéressant, mais ce sont des projets de loi qui, comme le disait notre chef ce matin, sont un peu immortels, intemporels. Ils risquent de revenir dans une prochaine législature s'ils ne sont pas déjà votés dans la présente. Terminons là-dessus. Merci, Mme Normandin, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Ça fait plaisir.